tous, bienvenue. Merci d'être là à cette formation Complotisme, anatomie d'une traînée de poudre. Donc, on va vous accompagner là, tout le long à travers une réflexion sur le complotisme et on va même pas commencer par se présenter. Imaginez-vous bête de même. On va cliquer sur débuter et ça va débuter. Ben, ça débute par ce chiffre astronomique qui parle des Canadiens. En fait, vous voyez là, qu'en mai 2020, 46% des Canadiens croyaient à au moins une théorie du complot. C'est une étude qui a été faite par l'Université de Carleton. Donc, au moins une théorie du complot, ça veut dire que ça peut avoir un lien avec la situation qui était celle de mai 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez, comme dans un passé près de chez nous. Et donc, ce contexte très particulier là, à mai 2020, mais ça ne veut pas dire que ce chiffre-là est encore réel aujourd'hui. Vous allez le voir un peu plus tard. Là. Les choses ont quand même évolué. Donc, mais rappelez-vous que c'était une théorie en lien avec la pandémie là, et non pas en général. Alors, voilà. Peut-être que ce chiffre vous surprend, peut-être pas. On va essayer de démystifier ça aujourd'hui. C'est ça, tu arrives avec 46% des Canadiens comme ça croient à une théorie du complot. C'est impressionnant comme chiffre, près de la moitié. On pourrait déprimer, ça pourrait être très déprimant. On pourrait se moquer aussi des gens qui épousent ces théories-là. Mais aujourd'hui, on vous propose une troisième voie, dans le fond, d'essayer de mieux comprendre, réfléchir, parce que c'est un peu stérile, là, on peut en rire un moment, en déprimer, mais pour vraiment avancer puis aller dans tout ça, puis essayer de comprendre puis essayer d'améliorer les choses, vaut mieux regarder l'état des choses. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder le qui, quand, quoi, comment, pourquoi du phénomène. On va tout l'explorer ensemble. Puis après ça, comment on fait pour parler de ça avec des gens qui ont des théories, qui croient aux théories du complot, qui ont des idées qui peuvent s'en aller vers là, ou en parler aussi avec nos élèves, en parlant en classe avec les plus jeunes. Donc, on va tout explorer ça ensemble. Donc, nous, on parle souvent de passer d'une position de passer de la crainte à l'enquête. Donc, ils disent tout le temps, les complotistes, les conspis, que j'appellerai, de faire nos recherches. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a fait nos recherches et on va les partager avec vous. Donc, la trame, dans le fond, la première section, ça va être, on va parler du quoi, du quand, c'est quoi le complotisme, les grands complots, rapidement, on va traverser. Qui ça touche, deuxième section, combien de personnes, où sur la planète, et peut-être le plus important pour ce qui nous intéresse ici, c'est le pourquoi. Comment ça se fait que ces thèses-là ont autant de traction et pourquoi maintenant, pourquoi il y a une amplification du phénomène dans les derniers mois. Donc, on va tout regarder ça ensemble avant de regarder après ça, qu'est-ce qu'on fait pour la classe et pour nos pairs. Au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à participer à la fois dans le clavardage, mais là, on a compris que c'est pas tout le monde qui avait accès. Alors, vous pouvez lever la main, n'hésitez pas là, à nous interrompre au fur et à mesure. Sinon, ben, effectivement, on pourra discuter plus informellement à la fin. Donc, si vous voulez rester, il n'y a pas de problème. On va être là pour ça. Donc, c'est quoi le complotisme? Qu'est-ce que c'est? On va faire la distinction, dans le fond, entre trois importants concepts. Là. Quand on parle vraiment, il faut savoir que des complots, des conspirations, des gens qui se mettent ensemble pour décider d'éliminer quelqu'un ou de faire un coup d'État, des choses comme ça existe. Des conspirations, ça existe. Il y en a eu à travers l'histoire, il y en a encore aujourd'hui. Donc, quand on parle de complot en soi, c'est quelque chose, c'est un phénomène établi. Quand on va parler de théorie du complot ou les néologismes complotisme, comme on a utilisé pour la présentation aujourd'hui, ou conspirationnisme, qui sont des anglicismes, mais qui ont été francisés, là, c'est vraiment, dans le fond, c'est de commencer à voir des complots là où il n'y en a pas. Dans le fond, d'amplifier le phénomène puis de croire, de percevoir ce genre de conspiration alors qu'il n'y a pas de fondement. Donc, la différence entre il y a complot, conspiration, des phénomènes existants, théorie du complot, complotiste, le phénomène d'amplifier puis de croire que ces phénomènes-là sont présents. Et la complosphère, dans le fond, c'est tous les réseaux, tous les groupes, les Reddit, les forums, les groupes Facebook aussi, qui relaient des idées complotistes où les gens peuvent échanger comme ça, puis se regrouper, puis se rejoindre, puis s'organiser entre eux. Vous avez peut-être vu, là, il y a quelques semaines maintenant, Facebook
Et on ferme plein de groupes liés à QAnon et sur Instagram aussi, puis à différents endroits. Donc, c'est tous des éléments qui font partie de ce qu'on appelle la complosphère, donc où s'échangent des idées complotistes. C'est un phénomène, dans le fond, qui n'est pas nouveau, puis qui est sain d'une certaine façon. C'est bien mon micro. Donc oui, effectivement, quand on parle de conspirationnisme, on peut parler d'un certain conspirationnisme constructif, puis peut-être que je vous vois en train de sourciller. Donc, en quoi ça consiste le conspirationnisme constructif? Ben, c'est qu'en fait, lorsqu'on aborde ces questions de médias, de rapport à l'information, ben souvent, on va penser à un élément qui est vraiment clé, finalement, dans cet écosystème médiatique puis informationnel-là. Et puis, c'est l'élément de la pensée critique. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on tend à développer, qu'on souhaite développer chez les jeunes. On tend à dire que c'est une clé pour l'éducation, pour une citoyenneté à l'ère du numérique également. Et c'est même une compétence transversale qu'on retrouve là, dans nos programmes d'études. Mais ce qui est intéressant avec la pensée critique, c'est de se demander c'est l'apanage de qui finalement, parce que à la fois les personnes qui vont adhérer à des théories conspirationnistes vont s'en remettre à la pensée critique. Donc, eux vont dire finalement que c'est au nom de la pensée critique qu'ils vont venir remettre en doute, remettre en question, questionner certaines théories ou certaines informations qui nous proviennent de la sphère politique ou de la sphère médiatique. Alors, eux vont dire que c'est notre apanage, finalement, la pensée critique dans la façon dont notre discours va se ficeler et va s'élaborer. Et évidemment, d'un autre côté, ben, les autres personnes ou les citoyens qui finalement vont venir porter un regard sur le phénomène conspirationniste ou sur les diverses théories conspirationnistes vont eux aussi se targuer finalement puis dire qu'ils sont en train d'appliquer une pensée critique pour venir remettre en doute ce genre de théorie. Donc, on se retrouve un peu dans un cul-de-sac puis on se retrouve avec une espèce de casse-tête dans lequel on doit départager finalement à quoi réfère réellement la pensée critique et qui finalement, comment peut-on reconnaître quelqu'un qui utilise sa pensée critique versus quelqu'un qui va être davantage dans un scepticisme non fondé. Donc, il y a différents peut-être indicateurs, si je peux dire, différents critères ou paramètres qu'on peut venir regarder pour essayer d'y voir plus clair, puis pour essayer de voir à quel niveau la pensée critique vient intervenir dans tel ou tel type de discours. Alors, d'un côté, ben, on va avoir des gens, là, je vais commencer par ce que vous voyez à droite du tableau, là, donc des gens qui vont s'associer à une forme de pensée complotiste qui souvent vont être pas juste sceptiques, mais vont être vraiment à un autre niveau de scepticisme par rapport à l'information qu'ils vont recevoir. Souvent, on va remarquer également dans ces mouvements-là une certaine forme d'imperméabilité à la preuve, une forme de fermeture aux faits, aux données scientifiques également, finalement. Donc, il va y avoir une espèce d'aveuglement ou un refus de venir tenir compte de ce genre de données factuelles-là, ce qui va donner lieu bien souvent à des discours qu'on peut juger d'incohérents ou du moins qu'on peut relever certaines petites incohérences à l'intérieur de ces formes de pensée-là. D'un autre côté, lorsqu'on est en présence d'un raisonnement plus classique et qui va vraiment relever d'une pensée critique plus je vais dire, rigoureuse, si vous me permettez, ben, c'est qu'on va se retrouver face à des de pensée qui va intégrer un scepticisme, mais un scepticisme mesuré ou nuancé qui va s'appuyer sur certains éléments de preuve, sur certains éléments factuels et des données également, ce qui va, ben, on va pouvoir évidemment souvent remarquer une espèce de cohérence un peu plus accrue finalement dans ce type de discours-là. Il y a vraiment des stratégies qui sont utilisées par les conspirationnistes, que j'ai appelé la rhétorique complotiste, des choses qui reviennent souvent dans leur discours, dans le dialogue, comme par exemple redonner le fardeau de la preuve à la personne, à l'interlocuteur. Donc, au lieu que ce soit eux qui prouvent leur théorie, ils vont demander à la personne « prouvez-moi que j'ai tort ».
si ma théorie est fausse, aller me chercher les arguments qui défendent ma théorie, ce qui est un processus dans le sophisme, dans le fond, de fonctionner comme ça. Ils vont faire du cherry picking ou en français du picorage, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher seulement les petites informations ciblées qui soutiennent leur théorie et complètement évacuer, laisser de côté toute information pertinente qui pourrait déconstruire leur vision du monde. Donc, ils vont aller mettre vraiment l'accent sur des choses super précises qui pourraient laisser croire à conforter leur vision de la théorie pour laisser tomber le reste. Le millefeuille argumentatif, ça est peut-être moins connu, mais vraiment très utilisé par les conspirationnistes. Puis si vous avez déjà écouté une vidéo, tantôt Annie vous montre peut-être un extrait de ce que ça peut avoir l'air, une vidéo conspirationniste, mais c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup. Le millefeuille argumentatif, c'est qu'ils vont chercher plein de petits arguments, comme je disais dans le picorage, mais de plein de sphères différentes d'expertise pour que ça ait l'air légitime, ça ait l'air scientifique. Ils vont chercher, mettons, des données de chimie, de physique, des données d'ingénierie, des choses comme ça. Par exemple, le 11 septembre 2001, si vous avez quelqu'un qui a sorti un argumentaire pour dire que c'est une conspiration, une inside job, mais ils vont sortir plein de choses que, évidemment, personne n'a la compétence d'aller tout vérifier, puis ça a l'air légitime, ça a l'air correct. Donc, ça donne un faux sentiment, dans le fond, de légitimité, cette façon de fonctionner. Ils vont aussi utiliser un autre sophisme qui s'appelle la caricature, c'est-à-dire que la version officielle avec laquelle ils ne sont pas d'accord, ils vont la détourner, puis ils vont redonner les arguments de leur interlocuteur de façon à ridiculiser, puis à dire aussi que ça va retoucher l'attaque personnelle en les traitant de moutons, de naïfs, puis en disant des choses comme tu penses vraiment que tout ça, ça peut arriver comme ça, qu'il n'y a personne qui est derrière ça, parce que un complot, c'est ça, une conspiration, c'est un groupe qui a des intentions néfastes, qui contrôle, qui tire les ficelles derrière. Donc, voilà. C'est toutes des façons comme ça de reconnaître des choses qui vont être utilisées par des conspirationnistes. Il y a 3 types de complots si on se fie à Michael Barkin, qui est un spécialiste de l'Université Syracuse. Donc, ce qu'on appelle les complots événements, qui là ciblent vraiment des événements marqués dans le temps, des journées exceptionnelles, des événements particuliers. Entre autres, il y a beaucoup de théories du complot qui ont émergé face à l'assassinat ici de JFK, différents assassinats, particulièrement avec les années 60, des théories du complot qui vont se soutenir parce que on a de la misère à croire à grands événements, ça prend des grandes explications. Fait que de dire non, il y a plein de gens qui refusent de croire, ça peut pas juste être une petite personne comme ça, un lone shooter qui a changé le cours du monde. C'est très difficile à accepter pour plusieurs. L'alunissage aussi, c'est une des théories du complot qui a le plus d'adhérents, que les Américains auraient tourné. Dans le fond, l'alunissage ne serait pas allé sur la Lune pour de vrai. Donc, un événement précis et évidemment, la plus grosse théorie du complot du 21e siècle, les attaques du 11 septembre 2001 à New York sur le World Trade Center. Le 9/11, le 11 septembre, c'est une conspiration. C'est une conspiration d'Al-Qaïda pour créer une attaque qui a fonctionné. La version théorie du complot du 9/11, c'est que George Bush était au courant et que c'était une façon de justifier la guerre en Irak, toutes ces choses-là. Donc, il y a plein de gens qui vont vous expliquer comment ça s'est passé, puis comment ça a été fait de l'intérieur, puis les explosions et tout et tout. Donc, vraiment, la première, les événements. La deuxième catégorie, ce sont sur les groupes dont je vous parlais tout à l'heure, des groupes machiavéliques aux intentions néfastes. Ça commence avec les francs-maçons. Maintenant, on a les théories avec les reptiliens, oui. Et les Illuminati aussi, c'est un symbole qu'on retrouve fréquemment depuis Donc, il y a eu un groupe, les francs-maçons existent toujours. Il y a eu pendant peu de temps un groupe qui s'appelle les Illuminati. L'idée, quand ça devient un complot, c'est de croire qu'ils continuent à tirer les ficelles et avoir un impact sur le monde en ce moment. Et le troisième type, là, c'est encore plus macro, encore plus surnaturel, ce que Barkin appelle les super complots. Et là, on a des agents vraiment surnaturels qui sont impliqués dans le processus. Donc, des fois, les trois peuvent coexister. Puis, on se rend compte que finalement, c'est les extraterrestres qui contrôlent le tout ou que c'est Satan, entre autres. QAnon, maintenant, qui est super populaire de ce temps-ci, c'est des pédosatanistes, donc qui sont à la fois pédophiles et vénèrent Satan. Donc, Satan est derrière. Donc là, ça donne vraiment, là, comme il déclare, c'est profondément machiavélique, c'est Satan qui a les commandes. Et c'est pas nouveau là, comme phénomène. On en parle beaucoup de ce temps-ci, mais on va regarder tout à l'heure depuis quand ça existe.
Donc, si on résume tout ça, dans le fond, quelles sont les caractéristiques de la pensée complotiste? Hein? Vous allez voir, c'est très proche de la rhétorique, puis ça vient chercher aussi les différents types de complots. Donc, la première chose, c'est que il s'agit d'un groupe secret. Hein, comme l'a dit Alexandre tantôt, que ce soit les Illuminati, les francs-maçons, c'est secret. Puis, il ne faut pas remonter loin dans le temps. Là. Je veux dire, je me rappelle de couvertures de journaux qui disaient, bon, les francs-maçons sont partout dans l'État français ou nanana. Donc, ça revient régulièrement. Ça serait le fun de faire une étude là, longitudinale au niveau de ces idées qui reviennent, mais en général, c'est constant. Donc, groupe puissant qui agit dans l'ombre, hein, c'est un peu secret, etc. Ce qui est particulier, c'est que si vous allez sur le site des francs-maçons, entre autres, puis là, c'est notre côté éthique et culture religieuse, là, c'est pas secret du tout. Là. Vous pouvez avoir l'adresse directement des loges francs-maçons un peu partout, comme à Québec. Ici, moi, je sais exactement c'est où. Je passe souvent devant. Etc. Bref, quand même un peu épique de regarder ça comme ça. Deuxième, ça emploie un grand nombre de gens dans plusieurs sphères. Donc, il y en a dans le monde sportif, il y en a dans la politique, il y en a dans l'économie, il y en a dans l'enseignement. Non, non, celui-là, ça existe. Il n'y a personne dans l'enseignement. Donc, etc. Ensuite, elle s'oppose, ben oui, aux versions officielles, hein, donc ce que la science nous a dit, etc. On va aller à l'encontre de ça par rapport aux faits puis aux idées. C'est sûr qu'aujourd'hui, le nombre de recherches scientifiques qui vont venir valider ce que l'on croit est important, dans le sens où on fait dire aux chiffres une chose et l'autre. Mais vous allez voir tantôt hein, que c'est très accompagné par un biais qu'on a, mais je vous explique ça plus tard. Ensuite, ben, elle explique les événements par une seule cause. On l'a dit un peu là, tout à l'heure, Alexandre en a parlé. Donc, est-ce que ça peut être seulement ça? Tu sais, oui, une seule cause, mais est-ce que ça peut être seulement cette cause disproportionnée par rapport aux effets, mettons? Donc, une autre des caractéristiques. Elles sont impossibles à réfuter parce que les preuves proviennent de plusieurs exemples différents, de plusieurs sphères différentes. Et il y a beaucoup sourd d'oreille hein, quand on essaie de réfuter. Et finalement, la dernière caractéristique, c'est qu'on va faire toutes sortes de liens qui ne sont pas nécessairement opérationnels. Par exemple, lien de causalité. En fait, si vous cliquez, hein, vous allez voir, vous avez vu depuis le début, là, quand je passe ma souris sur les différentes sphères, il y a des explications. Donc, ce document-là, vous y aurez accès là, pour vos élèves. Donc, on fait toutes sortes d'amalgames. L'exemple qui est là, c'est parce que les Américains ont menti sur la guerre en Irak, ils ont nécessairement menti sur l'alunissage. Donc, une fausse causalité, une fausse analogie, finalement, là, où on va. Bref, c'est de la rhétorique, c'est de la théorie argumentative, philosophique. On ne peut pas faire ça. Alors, ça fait partie des principales caractéristiques. Maintenant, comment on illustre ça en classe sans y aller dans les complots qui sont actuellement véhiculés? Ben, on pourrait la moitié, hein, mais vous avez vu, en 1 minute 31, on a fait un wrap-up de à peu près toutes les caractéristiques qu'on peut trouver. Donc, on vous laisse ça comme petit outil. Alexandre, est-ce que ça va ta connexion? Ça va pas, ma connexion. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je lag? C'est pas super. Désolé pour ça. Je vais me lancer quand même. Donc, comme je disais, c'est pas nouveau comme phénomène. Les théories du complot, ça a commencé beaucoup à l'Antiquité, au Moyen Âge, beaucoup contre les populations juives. Puis encore des complots antisémites très, très pernicieux, très présents aujourd'hui. C'est encore un groupe ciblé pour toutes sortes de théories du complot. Puis souvent, beaucoup qui sont adhérents vont tomber dans l'antisémitisme. Et comme je disais, dans le fond, autour des années fin des années 1700, surtout dans les années 1800, des groupes réels comme les francs-maçons et les Illuminati vont devenir de plus en plus victimes de ces théories-là. Après ça, dans les années, au cours du 20e siècle, il y a eu
les protocoles des sages de Sion, qui est un faux texte écrit qui a amplifié, dans le fond, comme quoi les Juifs contrôlent la planète, qui est vraiment comme, qui est encore utilisé par les groupes néo-nazis aujourd'hui. C'est un faux, donc qui alimente les théories antisémites. 1947, c'est l'année où, avec les événements de Roswell, le Nouveau-Mexique, et les théories sur les ovnis. C'est là qu'on va commencer à apparaître. Les gens vont voir de plus en plus d'ovnis, d'objets volants identifiés, et de plus en plus de théories du complot des alien abduction, des extraterrestres, et toute la théorie que les extraterrestres sont devenus. Puis maintenant, on voit ça au programme d'histoire aussi, au programme d'histoire, mais au History Channel, à la télévision. Il y a des trucs comme il avait construit des pyramides et tout. Peut-être avez-vous vu, là, ça date depuis 1956, la Société de la Terre plate, mais c'est super présent avec Internet maintenant. Il y a un excellent documentaire sur le sujet sur Netflix si vous ne l'avez pas vu. Donc, ils sont très présents. Ils ont leur congrès annuel. Ils ont des groupes entre eux pour se reconnaître. Puis, et c'est une idée qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur. L'assassinat de JFK, j'en ai parlé tout à l'heure, en 1963. Après ça, si on poursuit, il y a eu l'alunissage dans les années 60. Donc, il y a toujours des nouvelles qui apparaissent comme ça. Au début des années 80, avec l'arrivée du sida, ben, il y a toute cette théorie du complot que le sida a été planifié, qui est une façon d'éradiquer les gens. Les chemtrails, ça, c'est quelque chose que mes élèves, moi, j'avais commencé à adresser ces choses-là avec mes élèves, entre autres parce qu'il y en a plusieurs qui croyaient aux chemtrails. Ce sont des nuages, dans le fond, quand on voit une traînée nuageuse derrière les avions. Il y en a qui disent que c'est le gouvernement qui lance des produits chimiques pour contrôler les esprits. Donc, depuis les années 90, c'est quelque chose qui a la conduite, puis il y a des gens qu'on ne soupçonne pas qui croient à ces théories-là. Évidemment, l'événement marquant, c'est le 11 septembre 2001 avec les théories que je parle tantôt. Et puis, quelque chose qui est peut-être moins connu, par exemple, c'est le Pizzagate. Si vous vous intéressez pas nécessairement au sujet, peut-être que vous ne l'avez pas entendu parler. C'est la campagne de 2016. Là, on accusait Hillary Clinton et les démocrates de séquestrer des enfants dans le sous-sol d'une pizzeria. Donc, il a été pédophile. Et ça a tellement été relié, cette histoire-là, de réseau pédophile dans une pizzeria de New York, qu'il y a quelqu'un qui est débarqué armé pour les libérer, les enfants, alors que cette pizzeria-là n'a même pas de sous-sol. Donc, mais ça a été gros. Puis c'est encore présent, même, c'est relayé par des groupes de QAnon. Parce que là, cette année, vraiment, là, c'est l'année. Là, 2020 pour les théories du complot. C'est pas pour rien qu'on vous en parle aujourd'hui puis qu'on a décidé de montrer un truc d'explorer le phénomène. C'est que là, il y a eu une amplification astronomique. Et depuis 2016, c'est sûr qu'il y a une montée vraiment, vraiment présente. C'est parce que là, ça combine plein de choses. Là. Il y a beaucoup de désinformations puis des amalgames qui sont faits. Donc, avec le virus, donc là, ils vont dire il y en a qui niaient l'existence du virus pendant très longtemps, jusqu'à temps que Trump l'attrape. Il y en a qui ne croyaient pas qu'il y avait un virus. On combine ça, OK, il y en a qui ont, vous avez vu, ils ont un 5G parce qu'ils se disent c'est ça qui a causé le virus. Non, c'est Bill Gates qui a parti le tout. Non, c'est le réseau pédosatanique que je vous parlais. Parce que QAnon, dans le fond, c'est un individu virtuel qui donne des informations comme ça. Les gens le suivent, là, c'est un mouvement sectaire, là, pratiquement. C'est super répandu et c'est très présent aux États-Unis, mais là, c'est de plus en plus au Canada. Et le Québec est un endroit où le mouvement le mouvement QAnon est vraiment très ancré. Donc, tout ça, ça se combine. Puis des gens qui vont sombrer dans le terrier du lapin, qu'on va appeler, qui vont s'enfoncer comme ça, vont commencer à s'informer, entre guillemets, à prendre d'autres théories du complot et faire des liens comme ça. Donc, on a surtout avec un espèce de fouillis d'explosifs. 2020, c'est l'année pour que ça... On a le cocktail parfait, la tempête parfaite pour vivre cet automne, puis ça se poursuit. Donc, qui, combien, où, qui adhère à ce genre de théorie-là? C'est davantage les jeunes. Ça, c'est intéressant parce que là, c'est vraiment tout récent. C'est le mois dernier. On fait une enquête, dans le fond, sur 1001 répondants âgés de plus de 18 ans entre le 15 et le 20 octobre. Donc, on se retrouve avec près du tiers des jeunes de 18 à 34 ans qui y croient. Donc ça, c'est une donnée quand même majeure pour nous, pédagogues, en système d'éducation, puis d'où l'importance d'agir, puis d'éduquer, puis de réfléchir sur ces enjeux-là. Donc, 32% 18 à 35 ans. Ce sont plus les hommes autour d'adhésion, en fond, 24% contre 17% chez les femmes. 24 les hommes, 24%, 17% chez les femmes, donc statistiquement. Et il y a une corrélation, effectivement, en tout cas dans ce sondage-là. Ce sont des données, c'est intéressant parce que c'est un sondage CROP
fait au Québec, parce qu'on a beaucoup de données sur les États-Unis, mais là, c'est le fun d'avoir des données québécoises. Et il y a effectivement, dans ce sondage-là, une corrélation entre le niveau d'instruction et la croyance d'adhérer aux théories du complot. Donc, vous pourrez regarder, là, dans le fond, dans l'information pour avoir les détails de cette donnée-là. Donc, c'est un portrait général. Évidemment, il y a des gens, il faut savoir qu'il y a des gens très instruits aussi qui adhèrent. Faut pas faire de raccourcis intellectuels. Là. Tout le monde peut croire à des théories du complot, mais voici, statistiquement, il y a plus d'hommes, plus de jeunes. Puis, avec mon instruction. Mais en ressort, dans le fond, que un répondant sur 4 affirme être totalement, ça c'est vraiment quand même impressionnant, là, totalement d'accord ou en partie d'accord avec les thèses conspirationnistes de QAnon. Donc, Alex, on t'a perdu. Je prends le relais. Donc, c'est ça, 25% à être totalement d'accord ou partiellement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on aurait envie de définir, d'avoir un détail là, sur partiellement ou totalement d'accord. Mais donc, ce sont les chiffres d'aujourd'hui. Puis comme Alexandre le disait, ben, c'est important comme pédagogue d'avoir ces chiffres-là en tête, finalement, quand on s'adresse à notre classe. Puis on va y revenir tantôt dans la section, mais qu'est-ce qu'on fait? T'es revenu, Alex? Non, il est reparti. Donc, c'est un petit reportage qui a été, en fait, c'est pas un petit, c'est un reportage qui a été réalisé par l'équipe de RAD, hein, qui est une équipe journalistique de Radio-Canada, vraiment intéressant, qui fait un portrait de QAnon au Québec. Là, justement, Alexandre vous disait qu'il y avait quand même une porte d'entrée importante. Alors, à visionner une autre ressource, on ne la regardera pas ensemble, mais on tenait à vous la mettre là parce que ça explique, tu sais, un explique l'autre, l'article de Crop, puis ça fait pas longtemps qu'il est sorti l'article, hein. Crop, ça fait entre 4 et 2 semaines, là, quelque chose de même. Puis j'ajoute aussi, Annie, ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis ces chiffres-là, puis nous-mêmes, on a sourcillé en voyant 25% qui était quand même assez élevé, hein, c'est un pourcentage vraiment fort. Donc oui, c'est important d'avoir ce chiffre-là en tête lorsqu'on aborde notamment le phénomène lié à QAnon. Nous, il y avait quand même notre petit esprit d'enquête avait certains petits flashs de lumière qui allumaient quand même. On aurait aimé avoir accès à comment les questions ont été posées. Est-ce qu'il y avait une intention sous-jacente à la question lorsqu'on a sondé les gens? Parce que 25%, ça peut paraître gros, mais peut-être qu'il y a des nuances à apporter là-dessus. Puis, tu sais, ça demeure ouvert parce qu'au final, on n'a pas accès, là, finalement, à l'information brute. Des fois, hein, on dit tout le temps, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Donc, tu sais, c'est peut-être aussi un pourcentage à prendre, peut-être avec des pincettes, puis à aller plus loin dans notre questionnement par rapport à ce que ça révèle, là, finalement. Ce qu'elle nous dit, Marie-Ève Carignan, pour parler tout à l'heure, hein, Alexandre vous parlait du contexte, un contexte favorable à l'émergence de certaines théories conspirationnistes. Puis ce qu'elle nous dit, Madame Carignan de l'Université de Sherbrooke, c'est qu'il va y avoir on peut remarquer en fait une corrélation certaine entre l'émergence et puis la place que vont prendre les théories ou la pensée conspirationniste au sein de la population. Donc, une corrélation entre ça et le niveau de confiance, finalement, et le niveau d'adhésion de la population envers son gouvernement. Donc, c'est comme si c'était une espèce de proportionnalité inversée. Donc, plus le niveau de confiance envers le gouvernement va être grand, moins on va avoir tendance à adhérer à une partie ou en tout ou en partie à une théorie conspirationniste. Et l'inverse est aussi vrai au fur et à mesure que notre niveau de confiance va s'étioler ou va diminuer, et bien plus finalement on va être, là je ne vais pas dire à risque, là, mais plus on va être enclin finalement à venir adhérer à des théories comme celle-là. Et d'ailleurs, tout à l'heure, justement, Alex vous le disait, là, qu'on avait un espèce de contexte privilégié, même si on peut douter que ce soit privilégié, mais un contexte parfait pour voir émerger justement et germer de telles théories, puisque on est depuis, je parle bien sûr là, depuis le début de la pandémie, là, on est dans un contexte où on perd confiance, je viens de le dire, envers les autorités, puis ça, ben, c'est aussi le pourcentage pourrait être discuté, là, mais on remarque une perte de confiance envers les autorités, on remarque également
une instabilité sociale. On est un peu toujours sur le bord de revendiquer ou d'aller à l'encontre des mesures, par exemple sanitaires, ou à l'encontre des mesures qui vont être établies par nos décideurs. On est dans un contexte plus difficile économiquement également, qui va être marqué par une forte perte d'emploi. La poule ou le il va y avoir un accroissement de l'anxiété puis de la dépression au sein de la population. Et puis, finalement, un sentiment de perte de contrôle qui va être vécu chez une certaine partie de la population également. Donc, tous ces facteurs de risque-là viennent accroître la possibilité ou viennent comme agrandir la porte, si on veut être un petit peu plus imagé, ouvrir la porte à ces théories conspirationnistes-là. Et puis, le fait est que depuis que la pandémie a débuté, tous ces facteurs de risque-là sont en présence. Donc, on brasse ça dans marmite, ça pogne, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on va voir finalement des chiffres plus élevés finalement de gens qui vont avouer, adhérer à des théories comme celle-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous vous rappelez, Annie, en début d'animation, vous parlait d'un 46 de gens, de citoyens qui adhéraient à l'une ou l'autre des théories complotistes, finalement, qui pourraient être reliées à la COVID, de près ou de loin à la COVID-19. Donc, c'est exactement ça qui explique finalement ce haut taux, finalement, d'adhésion qui va venir augmenter dans ce contexte-là. Si on regarde le prochain visuel, par contre, puis encore là, peut-être que ça nous fait sourciller, si on identifie le Canada, on voit qu'on est à 17,7 selon des chiffres émis par l'Université de Sherbrooke, de Canadiens qui se disent complotistes. Donc, il faut quand même prendre tout ça avec un certain grain de sel parce que si on se plaçait sur une échelle mondiale, finalement, les Canadiens sont pas en haut de liste, finalement, des pays qui vont adhérer massivement aux théories complotistes. D'ailleurs, parlant de tendance mondiale, ça aussi, c'est une ressource que vous pourrez aller allègrement visiter puis explorer. C'est une carte interactive qui a été produite par la Conspiracy Watch, qui est un organisme à but non lucratif. Ce sont des bénévoles issus de différents milieux qui vont assurer une veille surtout médiatique, mais qui va, dans le fond, venir répertorier selon les régions du monde, les théories complotistes les plus populaires et auxquelles les gens adhèrent le plus. Donc, c'est assez intéressant d'aller voir ailleurs ce qui se passe, puis évidemment de faire un zoom, également un agrandissement sur ce qui peut se passer au Canada, au Québec. Donc, allez vous amuser là-dedans, là, c'est assez intéressant aussi à explorer. Voilà. Donc, pourquoi là, ça se produit? On a toutes ces informations. C'est ça qu'elle disait, dans le fond, la docteure Dubé. Il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire et je pense qu'il faut qu'on comprenne d'abord pourquoi des gens adhèrent à cette théorie-là. Et c'est ce qu'on va faire dans le prochain chapitre. Nous, on a séparé ça, dans le fond, en trois angles. D'abord, les théories du complot répondent à des besoins chez plusieurs personnes. Elles sont le résultat d'une combinaison de biais cognitifs. Là, c'est vraiment là qu'on voit en action tous les biais humains. Les biais cognitifs amplifient le phénomène. Et pourquoi maintenant? Pourquoi encore plus que toujours? C'est l'amplification algorithmique, ce qui veut dire, dans le fond, l'Internet, les réseaux sociaux, tout le phénomène, dans le fond, rend la théorie du complot encore plus facile à partager puis à adhérer, puis ça accélère le processus. Des gens qui pouvaient prendre des années avant de descendre dans le terrier comme ça, puis s'engouffrer dans le conspirationnisme, maintenant peuvent le faire en quelques semaines. Puis il y en a qui l'ont vu cet été, des parents heureux à eux qui n'avaient jamais eu de ce genre d'idées-là, qui maintenant sont rendus complètement adhérents. Donc, voilà. Première cause, dans le fond, pourquoi ça répond à un besoin, ça donne un sens à la vie. Donc, dans un monde qui est chaotique et compliqué encore plus cette année, là, on a, OK, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Il y a une explication de pourquoi ça va mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelqu'un qui c'est son plan derrière une chose. Donc, ça nous aide, c'est très rassurant de le dire d'une certaine façon qu'il y a une explication derrière tout ça. Et ça peut donner un sens aussi d'une autre façon à la vie de la personne. Les gens qui ont plus de sentiment de contrôle, cette idée-là, ils peuvent s'accrocher à quelque chose, des choses qu'on peut retrouver dans d'autres sphères de la vie, à avoir un besoin, une quête de sens, c'est super important.
Il y a aussi l'autre aspect. Vas-y, Annie. Oui, je me permets juste d'ajouter que c'est intéressant cette prise de contrôle-là sur le sens, hein, parce que des fois, c'est difficile à avaler que d'avoir un événement qui a un si gros effet, si anodin, banal et petit, finalement. Fait que, mettons, on prend la pandémie, comment, à cause d'une chauve-souris ou d'une personne qui mange une chauve-souris, on peut en venir à fermer le tiers des écoles de la planète et le tiers des pays de la planète. C'est comme un peu inexplicable. Donc, si on a une cause qui est autre, qui fait plus de sens, OK, il y a du monde qui tire les ficelles, ah oui, c'est gros, compagnie pharmaceutique, bien là, tout d'un coup, en termes de proportionnalité, c'est plus normal. Donc, ça fait plus de sens aussi. Donc, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Un autre aspect aussi, c'est que ça clarifie le bien et le mal, la lutte entre le bien et le mal. Donc, ça départit les choses. On vit dans un monde gris. Quand tu dis, ben, le mal existe, Satan agit ou un groupe machiavélique est en action, ben, je peux identifier le mal. Eux autres, c'est les méchants. Et là, je peux me rallier, moi, à l'équipe des gentils. Puis, ça départit comme ça une chose, tu sais, toutes les nuances éthiques, ça peut être vraiment troublant. Là, on fait ça simple, on sépare. Donc, ça peut être d'une certaine façon répondre à un besoin. Ça peut être rassurant. D'un autre côté, ça a aussi le sentiment d'être spécial parce que c'est pas tout le monde qui le sait. D'abord, on va rejoindre des groupes, on va faire nos recherches, puis on va découvrir quelque chose. Donc, le sentiment d'être un élu, d'être dans le secret des yeux, de savoir la vérité comme ça va parler beaucoup à l'ego de l'être humain, de l'homo sapiens. Et d'un autre côté aussi, il y a le sentiment d'appartenance dans ce petit groupe-là de nous qui sachons. On se reconnaît entre nous et il y a une preuve d'une validation sociale. Comme je vous dis, ils créent leur groupe, ils deviennent des amis. Puis, donc, ça va jouer sur les deux terrains, à la fois le sentiment d'élection qui est super puissant comme moteur humain et le sentiment d'appartenance et de la preuve sociale de se regrouper. Donc, tout ça dans ce phénomène-là. Puis là, je veux dire, loin de nous, l'idée de comme vous faire sombrer là, en ce vendredi après-midi, comme d'une part, on vous parle d'un contexte super favorable, mais en même temps pas, là, c'est pas le bon mot. Après ça, de comme mécanismes normaux, humains, tu sais, d'appartenance et tout ça. Puis là, moi, je m'en viens avec mes biais cognitifs. Fait qu'on va venir avec des solutions, là. Je veux juste comme... C'est ça. Lâchez-nous pas, là. Donc, cognitif, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une distorsion dans la lecture de l'information. C'est quelque chose qui est comme préétabli dans mon cerveau qui fait que j'ai une petite paresse intellectuelle ou que ça fait baisser un peu ma rigueur ou ça me mène à faire des conclusions que je n'aurais pas fait si j'avais mis ma loupe de Sherlock Holmes puis que si ma rigueur et mon agilité finalement étaient aussi aiguisées que normalement. Donc, il y a des biais cognitifs, là, c'est un sujet super intéressant. Tapez ça sur Google, allez sur Wikipédia, il y en a des centaines qui nous permettent d'expliquer plein de phénomènes. Nous, on en a sélectionné ceux qui sont, ben, pas juste nous, là, mais à partir de nos lectures, de nos recherches, ce qui est le plus proche finalement du phénomène de conspiration et de ces idées finalement. Donc, les voici. Je commence à gauche par l'effet de Dunning-Kruger. Lui, il est vraiment, vraiment présent dans toutes nos lectures là, sur le conspirationnisme parce que c'est un biais qui fait en sorte que puis ça a été prouvé, là, c'est pas nous qui amenons ça. Les gens qui ont une moins grande compétence dans un domaine ont tendance à surestimer la compétence qu'ils ont dans ce domaine-là. Donc, quelqu'un qui aurait une compétence moyenne sur, mettons, l'infectiologie ou la 5G aurait tendance à surestimer sa connaissance et donc à faire ses recherches et tirer ses propres conclusions. Biais de détection, super intéressant, ça aussi, c'est la tendance à voir des formes là où il n'y en a pas. Tu sais, tantôt, là, dans le petit vidéo, vous aviez le cœur de Justin Bieber. Ben, c'est un peu ça. Il y a des gens qui vont voir, mettons, dans le triangle, là, chaque fois qu'ils voient un triangle quelque part, ils se disent « Ah, ça y est, c'est les Illuminati ». Donc, ça, c'est une déformation, c'est un biais cognitif qu'on a de voir des formes ou que la nature est organisée d'une façon XY. Le biais rétrospectif, c'est de faire en sorte que les événements auraient pu être anticipés. Hein? Si on l'avait su, on aurait pu, normalement, on aurait fait quelque chose pour ça, comme la couche d'ozone, comme la pandémie, comme etc.
Donc ça, c'est un biais cognitif aussi. Intentionnalité, c'est sûr que ça ne peut pas naturellement arriver pour rien. Il y a quelqu'un qui a une intention derrière ça et on a souvent cette tendance finalement à voir qu'il y a quelque chose derrière ça et que c'est pas souvent positif. Hein? C'est des intentions qui sont négatives. L'effet de vérité illusoire, super intéressant aussi. Là, vous allez dire que je trouve ça tout intéressant. Ben oui, c'est comme ça. L'effet de vérité illusoire, c'est beaucoup lié. Tantôt, Alexandre vous a dit qu'une des causes, c'était toute l'algorithmie, finalement, et l'effet de vérité illusoire est très lié à ce phénomène. C'est-à-dire que plus on va être confronté à la même image, nouvelle, fait, etc., plus on va avoir tendance à lui accorder du crédit. Mettons, je vois une image une première fois, puis je me dis, mais ça se peut pas. Deuxième fois, ah ouais, encore cette image-là. Troisième, quatrième, cinquième, sixième fois que je la vois sur mon fil d'actualité. Par hasard, elle a été partagée par quelqu'un à qui j'accorde de la crédibilité. Ça se peut que moi-même, je lui accorde plus de crédibilité que je n'aurais dû si j'avais A, ouvert le lien, mais aussi B, que si j'avais fait des démarches de recherche rigoureuses finalement par rapport à ce contenu. Donc, l'effet de vérité illusoire a vraiment un rôle à jouer là, dans la propagation de ces idées. La mère de tous les biais, dans ce cas-là, on l'a mis au centre pas pour rien, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à accorder du crédit naturellement à quelque chose qui confirme ce que je pense déjà ou qui infirme ce que je pense qui n'est pas vrai. Donc, si je vois passer un article qui dit « les chats sont meilleurs que les chiens », puis que c'est ça que je pense, ben c'est clair que je vais y accorder du crédit sans même l'ouvrir. C'est bon? Donc, c'est ça le biais de confirmation. Vraiment un mécanisme important là, dans les idées complotistes. Donc, voilà. On en a parlé, l'Internet, je pense super rapidement, là, les phénomènes de bulles de filtre et de chambres d'écho. Bulles de filtre, c'est qu'on se retrouve à être conforté dans nos visions selon ce qu'on choisit. Les algorithmes vont nous proposer des choses qui peuvent nous plaire. Donc, avant de faire des recherches sur le conspirationnisme, je ne voyais aucune de ces idées-là circuler. Mais plus j'ai commencé à faire des recherches, plus des contenus comme ceux-là m'ont été offerts. Puis là, les gens, dans le fond, ils continuent comme ça à faire des recherches, ça n'arrête pas d'augmenter. Et éventuellement, ils se retrouvent à s'en faire suggérer de plus en plus. Même juste YouTube, tu écoutes des vidéos conspirationnistes, mais l'algorithme va te proposer d'autres vidéos de conspiration, puis ça va continuer comme ça. Chambre d'écho, c'est mon opinion qui me revient. Dans le fond, dans ces forums-là, dans le complosphère, une idée va être répercutée puis acceptée par quelqu'un qui pense comme toi. Donc, vous allez vous renvoyer entre vous les mêmes idées et ça va vous conforter puis rendre de plus en plus solide votre théorie entre vous. Donc, tout ça, ce sont des choses qui accélèrent le processus pour ce qu'on appelle, dans le fond, que j'ai nommé déjà là, le terrier du lapin. En anglais, c'est to go down the rabbit hole. Dans le fond, il y a un moment où tu t'enfonces comme ça, il y a des gens qui, c'est très difficile de les ramener. Là, on veut agir, on veut les faire réfléchir, dans le fond, avant d'être au fond du terrier, si on peut dire. Là, ils peuvent commencer déjà à qu'on puisse les ramener d'une certaine façon, dans le fond, qu'ils puissent se rendre jusqu'à la fin. Et comment on va le faire? Dans le fond, c'est ça vous êtes là pour ça, puis on est là pour ça aussi, pour vous montrer les outils qu'on vous a préparés pour agir dans tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations-là? Donc, voilà, on vous invite, là, et ce sera disponible pour toujours, sitenum.ca/complotiste pour avoir accès à notre dossier récit sur le complotisme. Et là, nous allons, dans le fond, analyser, on va basculer au site en soi et nous allons pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Mais bref, pour aller trouver les comment, qu'est-ce qu'on fait maintenant, ça va tout être disponible. Et tout ce qu'on a dit depuis le début, là, toute l'information, tout est là. Donc, voilà. Dossier, là, je suis à la page d'accueil et à partir de maintenant, on va comme sortir de la présentation plus théorique et on va naviguer avec vous là, à travers cet outil qui vous est légué finalement, que vous pouvez utiliser à souhait, hein, vraiment sans limite. Donc, d'une part, on pense que cerner le sujet avec les élèves, c'est quelque chose d'important. C'est un moment qu'on doit prendre finalement pour faire le tour de cet objet hein, qui est le complotisme, puis essayer de le mieux comprendre selon diverses perspectives. C'est ce qu'on a essayé de faire avec vous là, depuis le début de la présentation, assez que
le Geniali qu'on vous a présenté, il est là. Il est ici, il est embeddé. Donc, vous pouvez soit venir ici, là, puis le mettre en plein écran, pardon, par là, le partager, etc. Donc, n'hésitez pas, il est là. Aujourd'hui, on continue maintenant sur cibler les options. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face au complotisme? Bien, on les a divisés en deux grandes catégories. D'une part, travailler avec les élèves, les gens, hein, des fois, comme Alex le disait, c'est des gens de notre famille, ou etc. Donc, travailler d'une part sur le contenu, puis d'autre part sur le phénomène. Donc, je vous amène vers la page contenu. Et pour travailler le contenu, ben vraiment, là, puis là, c'est pas une joke de faire ses propres recherches, là. C'est vraiment une compétence. La compétence informationnelle, la culture informationnelle est importante à développer. Puis là, on parle autant à l'individu qu'au pédagogue. Ça fait partie de la compétence numérique. C'est une des composantes. Elle est vraiment importante. Comment on peut faire pour ça? Ben, prendre le temps avec nos élèves dans nos différentes activités pédagogiques, d'y laisser un petit peu de place. Comme par exemple, recourir à différentes stratégies de recherche. Et là, ben, quand vous cliquez, finalement, ça vous mène vers des outils qu'on a produits que vous allez pouvoir réinvestir finalement. Donc, je vous demande pardon, je reviendrai à Montréal dans un grand navire. Ah! Excusez. Donc, ensuite, recourir à des stratégies de recherche. Si vous cliquez, vous allez avoir plein d'outils. Se questionner sur les intentions de l'auteur. On l'a un peu vu tantôt, mais pourquoi il a publié ça? Est-ce que il y aurait une intention XY derrière ça? Et le but, c'est pas de tomber dans un scepticisme disproportionné, là, mais c'est vraiment d'utiliser sa pensée critique, finalement. Ensuite, ben, comprendre le fonctionnement algorithmique. Alexandre nous a parlé tantôt des chambres d'écho, bulles de filtre. De faire connaître ces phénomènes-là aux élèves va permettre justement de leur permettre d'être plus critiques par rapport à ce qui se passe. Puis peut-être même d'être capable de voir leurs mécanismes de biais cognitifs à l'œuvre, finalement. Cibler les émotions que suscite l'information, super important aussi, parce que les nouvelles qui vont susciter le plus de réactions en général sont celles dont on devrait le plus se méfier. Alors, cliquez là-dessus, allez voir ça. Et finalement, ben, prendre garde à ces biais cognitifs. On ne peut pas en prendre garde si on ne connaît pas le phénomène. Alors, d'une part, le faire connaître aux élèves et ensuite, ben, comme de se voir à l'œuvre finalement. Donc, voilà pour ce qui est des contenus. Comment aborder les contenus conspirationnistes? Ben, avec notre loupe de la raison, notre loupe intellectuelle, puis notre loupe de pensée critique. Maintenant, je vous amène vers les gens et le phénomène. Oui, puis dans le fond, juste boucler la boucle de ce qu'Annie vient de vous présenter. Il y a des ressources également là, dans la page. Si jamais vous retournez dans la page contenu, vous allez voir qu'il y a des choses cliquables. Donc, que ce soit des présentations, il y a des webinaires aussi qu'on avait animés à propos de cette fameuse culture informationnelle-là. Puis à noter, ce qui est important aussi, là, la base de cette démarche-là, c'était de voir à quel point, des fois, déterminer qu'une information, c'est une vraie nouvelle ou une fausse nouvelle, ben, des fois, c'est pas toujours suffisant. Puis le complotisme, c'en est un bon exemple. Peut-on dire que c'est une fausse nouvelle, une vraie nouvelle? Ben, tu sais, il n'y a aucune de ces réponses, finalement, qui s'applique réellement. C'est pas vraiment là, finalement, qu'on doit porter notre regard. Donc, c'est avec cette intention-là que la démarche avait été élaborée. Alors, d'une part, on peut s'intéresser au contenu. On peut apprendre à être meilleur avec le contenu. Mais maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces gens, avec ce phénomène? Donc, comment est-ce qu'on peut réagir pour s'assurer finalement que justement l'univers médiatique, que les impacts qui découlent de la prolifération de pensées complotistes finalement sont pas si grands que ça ou qu'on réussit finalement à agir? Ben d'abord, on se rend compte que de venir confronter, de venir étiqueter les gens ou de venir essayer d'invalider les personnes qui vont adhérer à
à une théorie complotiste, on se rend compte que c'est inutile pour différentes raisons, deux raisons majeures. Puis en passant, c'est un instinct, hein, c'est un réflexe que certaines personnes peuvent avoir. On le voit allègrement dans les médias, on le voit dans l'interaction entre les personnes. Il y a peut-être même des gens qui peuvent le vivre à échelle familiale, par exemple, ou avec des amis. On peut être tenté de vouloir venir confronter, mais on se rend compte que c'est comme pas, c'est pas opérationnel pour l'une des raisons suivantes, c'est-à-dire que le fardeau de la preuve va toujours incomber à la personne qui vient confronter. Donc, si moi, je viens dire cette théorie ne tient pas la route, il va m'incomber de prouver pour la raison pour laquelle ça ne tient pas la route et cette théorie, finalement, ne fonctionne pas. Ça va être mon devoir de venir mettre en lumière les incohérences. Or, c'est bien souvent impossible, c'est vraiment difficile à faire, puis on se retrouve souvent dans un cul-de-sac. Donc, c'est pas, c'est comme pas utile d'essayer de faire ça. Dans un deuxième temps, souvent, lorsqu'on va venir invalider ou voire même ridiculiser les gens qui vont adhérer à une théorie complotiste, qu'est-ce que ça va faire au final? C'est que ça va venir attiser la méfiance de la personne qui adhère à cette théorie-là et donc, ça va potentiellement l'éloigner sur le plan relationnel encore davantage et puis, voire même, là, ça va peut-être même venir renforcer sa croyance. Donc, ça va l'inciter à aller encore plus profondément dans le trou de lapin dont tu parlais, Alexandre, tout à l'heure. Donc, pour ces deux raisons-là, c'est comme une voie qui n'est pas nécessairement privilégiée, non seulement parce que ça envenime le tissu social, finalement, mais surtout parce que, anyway, ça ne sert à rien. Annie, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être? Oui, j'aimerais ça rajouter dans une troisième raison, en fait, mais c'est une question de contexte pédagogique. En fait, comme pédagogue, c'est important en fait, on ne devrait pas aller là, vers l'invalidation ou la critique ou encore la caricature, finalement, pour la simple et bonne raison que quand vous voyez les chiffres qu'on vous a présentés tantôt, il y a de fortes chances que à travers vos classes, je ne sais pas combien de groupes vous avez, là, mais nous, en ECR, on en a plusieurs, qu'il y ait des jeunes dont les parents peuvent véhiculer certaines de ces idées, ou etc. Donc, avec ces jeunes-là, ce qui est intéressant, ce qui est important, finalement, c'est de développer leur pensée critique. Mais si on vient invalider ou ridiculiser ce qu'ils entendent à la maison, on a des chances qu'ils se braquent fortement et on les place dans une situation de conflit de loyauté. Donc, d'une part, ils ont leurs parents qu'ils aiment inconditionnellement et qui leur disent des choses, et d'autre part, nous, on vient ridiculiser ce qui se passe à la maison. Donc, c'est vraiment pas une avenue qui est recommandée en fait, du tout, là, de placer l'élève dans cette situation-là entre vous et son milieu familial. Et ça ne va pas finalement donner l'effet escompté, c'est-à-dire de développer sa pensée critique puis l'amener à aborder le sujet avec une certaine distance, finalement. Donc, voilà. Et donc, pour rebondir exactement sur ce dont tu es en train de parler, Annie, ça devient nécessaire de pointer les portes. Donc, si on ne fait pas ça, on fait quoi alors? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan pédagogique pour voir à développer la pensée critique? Alors, 3 portes possibles. La première des portes, c'est d'aller explorer les mécanismes sous-jacents, donc le complotisme comme phénomène. Puis ça, c'est pas nécessaire d'y aller, vous irez évidemment, mais c'est ce qu'on vient de faire depuis comme près d'1 heure avec vous. C'est exactement ce qu'on a fait. La deuxième porte d'entrée, dans le fond, c'est la porte du dialogue. Donc, comment établir un dialogue qui va être constructif finalement avec les jeunes, donc pédagogiquement parlant, mais également avec les personnes qui adhèrent. Donc, on va d'abord réussir à tenir compte de différents points de vue. Attention, tenir compte de différents points de vue et être capable de se décentrer, ça ne veut pas dire d'adhérer, ça ne veut pas dire de chérir ce genre d'idées-là. Ça veut juste dire d'être capable de les accueillir, ces idées-là, puis de les analyser finalement pour finalement, par la suite, se positionner par rapport à ça. Ensuite, poser de bonnes questions pour venir interroger les points de vue. Vous savez, on vous a parlé un peu de caricatures, d'attaques personnelles. Donc, il y a différents mécanismes par lesquels qui vont alimenter la rhétorique complotiste. Donc, soit qu'on va faire des faux liens, des fausses analogies, on va se référer à une autorité, par exemple. Eh bien, il y a moyen, lorsqu'on vient ouvrir, comme tu viens de le faire, Annie, lorsqu'on vient ouvrir, il y a des façons de questionner puis d'ébranler un petit peu ces idées-là. Donc, d'essayer
trouver la pogne qui va nous permettre finalement de venir remettre en question un petit peu certains éléments qui viennent comme alimenter ces raisonnements-là. Ensuite, faire preuve d'empathie. Vous en avez un exemple dans l'article sur lequel vous pouvez cliquer dans le site. Donc, de tenir compte de l'affectif, de réussir à se mettre à la place de l'autre sur le plan cognitif, accepter justement que la confrontation, c'est pas nécessairement utile. Ben ça aussi, c'est comme des préalables, peut-être même qu'on aurait dû le mettre en premier. C'est des préalables finalement à un dialogue sain et un dialogue qu'on ne souhaite pas voir s'envenimer. Alors ça, c'était la deuxième porte qu'on peut avoir, qu'on peut prendre pédagogiquement parlant. Et la troisième porte qu'on peut prendre, c'est celle des enjeux, puisque le complotisme entraîne le complotisme, c'est-à-dire la prolifération de théories et de pensées complotistes va venir avoir des impacts socialement. Donc, d'un point de vue citoyen, ça devient extrêmement intéressant de venir poser des questions de l'ordre de la responsabilité des médias dans la prolifération de théories complotistes, de l'ordre de l'impact, justement, là, c'est démontré que certaines théories vont avoir un impact certain sur la démocratie, la santé publique, etc. Donc, de venir identifier ces impacts-là, venir parler de censure, est-ce que c'est souhaitable de venir censurer, boycotter certaines pages Facebook, par exemple, ou certains fils Twitter. Donc, tout ça, ce sont des questions qui nous permettent vraiment, avec nos jeunes et moins jeunes, de venir se reculer le nez un petit peu de la question, puis des gens complotistes, ça devient quand même un peu difficile d'aborder tout ça. Donc, via ces questions-là qui font appel à des enjeux citoyens, ben ça nous permet finalement d'adopter une posture un peu plus saine et un peu plus facile à tenir. Et tout ça, dans le fond, ce que Marjorie vous expliquait, puis Annie, ça s'applique aussi pour des élèves en classe. Là, je vois qu'il reste 2 minutes, là, mais essentiellement, il y a Sylviane Hirsch de l'Université de Trois-Rivières qui a publié un article qui rejoint les mêmes trucs qu'on l'a mis, même chose que nous. Donc, et elle nous rappelle aussi que c'est des choses qui sont déjà en place. On développe la pensée critique. Développer la pensée critique, ça ne se transfère pas d'une matière à l'autre. Tu dois le faire dans chacune des matières. Donc, c'est pas juste en éthique et culture religieuse, ça se fait en sciences, ça se fait en histoire, c'est partie intégrante du curriculum vitae. Puis elle nous propose aussi, comme parlait Marjorie, dans le fond, de partir d'enjeux de situation. Elle a proposé, dans le fond, le port obligatoire du couvre-visage. On peut faire émerger la discussion comme ça, puis l'aborder de front. Si vous ne voulez pas commencer avec la théorie du complot, vous commencez plutôt avec des sujets comme ça qui... vous pouvez partir de la réflexion puis le développement de la pensée critique à partir d'un sujet comme ça. Puis faire émerger le doute par eux-mêmes, dans le fond. On a de la discussion, puis de la recherche, approfondir dans la recherche documentaire, factuelle. Semer le doute, c'est souvent ça qui est plus puissant quand ça vient d'eux, puis ça continue de grandir. Puis on vous a créé des activités d'apprentissage qui touchent à ces sujets-là que vous pourrez qui sont libres et gratuites que vous pouvez partager. Évidemment, tout dépendant, dans le fond, on a pour le primaire, pour le secondaire, vous prenez vos élèves où est-ce qu'ils sont. Secondaire 4-5, on peut aller très, très, très loin avec eux là, dans tous les enjeux de société. Les plus petits, ben, on va y aller plus ciblés comme ça, avec un petit enjeu. On commence comme ça, puis c'est important d'en parler à travers tout le parcours. Donc, on a plein de trucs, dans le fond. Rappelez-vous, sitenum.ca/complotisme. Pour aller plus loin, on va retrouver l'adresse de notre site aussi. Donc, on ne s'est pas présenté au début. Qui nous sommes? Alexandre Chenette, Marjorie Parodi, Annie Turbide. On travaille pour le Service national du récit, développement de la personne, et on a, entre autres, le mandat de développer la citoyenneté éthique à l'ère du numérique. Donc, sitenum.ca, c'est notre plateforme pour le faire. Donc, on vous remercie énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et évidemment, on est là.